plaisir de vous retrouver dans le débrief. La capitale sénégalaise Dakar fait face ces derniers jours à une série de pénuries d'eau. Une occasion pour nous aujourd'hui de parler de cette problématique et éclaircir la lanterne des populations. Pour cela, nous recevons le directeur général de la Société nationale des eaux du Sénégal, la SONES, M. Charles Fall. Merci M. Charles Fall. Merci beaucoup. Avec lui, nous avons M. Momar Ndao, président de l'Association des consommateurs du Sénégal, l'ASCOSEN. Merci, bonjour à vous, à vos téléspectateurs, monsieur le directeur général de SONES, et puis voilà, à tous ceux qui regardent la chaîne. C'est un plaisir en tout cas de vous recevoir sur Médian TV Afrique. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose une intervention du ministre sénégalais de l'hydraulique et de l'assainissement, Mansour Faye, sur les causes de cette pénurie notée récemment à Dakar, au micro de Sanoussi Sané. Dakar est alimenté en eau potable à partir de deux sources. La première source, c'est le lac de Guiers, qui produit à peu près 40% de la production. Et le reste, c'est à partir des forages qui sont au niveau du littoral et quelques-uns donc dans le périmètre du département département de Dakar, en réalité. Donc si on a 40% de production qui n'arrive pas à Dakar, naturellement la production reste perturbée. Et c'est au niveau de ces 40%-là qu'on a connu des difficultés, puisque c'est deux conduites qui nous viennent du lac de Guiers. Et sur une distance environ de 250 km. Alors, le 6 février, la première conduite, effectivement, a connu une panne, un département au niveau d'une jonction qui a nécessité un arrêt à peu près de 36 heures. Et quand on remet en charge, naturellement, la remise en charge prend un petit peu de temps. Le 11, une deuxième casse, effectivement, est intervenue au niveau de la deuxième conduite. Les mêmes, causes induisent les mêmes effets. Donc on a perdu quand même environ une semaine en termes de mise à disponibilité de l'eau au niveau de la région de Dakar et environ. Puisque un petit peu aussi, Thiès est un peu impacté en réalité. À l'instant, les propos du ministre recueillis par Sanoussi Sané. Alors Charles Fall, un regard peut-être sur les interventions du ministre. Merci beaucoup. Bonjour à vous téléspectateurs et téléspectatrices. En effet, je pense que le ministre l'a bien évoqué en rappelant un peu le schéma hydraulique qui permet d'arroser la région de Dakar. Mais auparavant, il faut dire que Dakar n'était pas alimenté par le lac de Guiers en réalité. A toujours été alimenté par des forages qui se situaient à Dakar pour des questions de qualité, pour des questions de contamination des nappes. Nous avons quitté la zone de captage, puis Thiaroye, puis Sébikotane en raison de la forte Nourano pour aller jusqu'au lac de Guiers, où deux usines y sont construites. La première en 1971, qu'on appelle l'usine de Nitch, qui a une capacité à peu près de 50 000 m3 jour, puis une seconde usine sur le lac de Guiers, qui a en 2008, qui a une capacité à peu près de 135 000 m3, ce qui fait 185 000. Dakar, centre, Dakar a besoin à peu près de un peu moins de 400 000 m3 jour. Et le delta est compensé par les forages qui sont sur le tracé entre le lac de Guiers et Dakar. Il a évoqué entre 1995 et aujourd'hui, ou 1971, la population a été multipliée quasiment par 4 voire 5, pendant que la capacité de production n'a pas doublé. Ce qui, aujourd'hui, explique ces dysfonctionnements. Mais dysfonctionnements, dans le cas de celui de la semaine passée, c'est surtout l'arrêt de l'usine de Keur Momar. Un incident, une conduite qui a enregistré des fuites, puis un second incident vers quel. On a perdu 40 000. Pas moins de la moitié de la production, 40% de la capacité de production. Mais on a perdu beaucoup plus que 40%. Pourquoi?
parce que nous ne sommes pas sur la même topographie, la même altitude entre Keur Momar Sarr et Dakar. Keur Momar Sarr est en hauteur. Non, et quasiment la côte est inférieure à Keur Momar Sarr par rapport à Dakar. Donc, arrivé à Mékhé, nous avons des surpresseurs qui boostent l'eau jusqu'à Thiès. De Thiès, on va en gravitaire pour revenir à Sébikotane. Et Sébikotane étant également en hauteur par rapport à Dakar, l'eau également nécessite d'être boostée également par les surpresseurs. Et les surpresseurs étant paramétrés pour un seuil critique en termes de quantité, donc dans le cas de cet incident, l'eau est venue gravitairement. Donc au lieu de 40%, on a même perdu plus de 50%. Ce qui explique, c'est ce qui a expliqué un peu ces dysfonctionnements pendant ces quelques temps. Mais là aussi, si peut-être on avait d'autres sources alternatives qui ne sont pas aussi éloignées des centres de consommation, je pense que, en tout cas, les dommages causés ou ces dysfonctionnements seront moins marqués, tels qu'une station de dessalement à Dakar ou d'autres sources de diversification qui permettraient un meilleur approvisionnement des quartiers en eau. Mais c'est cette situation, outre la forte démographie, comme je l'ai dit, une population qui a fortement augmenté, il y a également le développement des activités économiques, mais également la politique volontariste de l'État. Surtout cette politique volontariste de l'État, nous allons y revenir. Mais j'aimerais bien que Momar Ndao, vous qui défendiez les intérêts des consommateurs, vous me dites un peu le regard que vous portez sur cette situation-là. Oui, d'abord, le premier regard, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Hein, donc, c'est un constat. Le ministre a dit une chose importante. Il a dit qu'il y a eu 2 incidents, donc les 6 et 11 février, sur des conduites. Bon, la première question qui se pose, c'est est-ce que les conduites ont été bien entretenues? Est-ce que les conduites ont été bien construites, etc., etc. Le deuxième élément, c'est que entre le lieu de production de l'eau et la destination finale la plus importante, Dakar, la distance est très longue. Et donc nous pensons qu'il faudrait mettre quelque chose entre les deux situations, c'est-à-dire entre le départ et l'arrivée, pour que quand il y a des dysfonctionnements au départ, qu'à l'arrivée, on puisse toujours avoir de l'eau. Je m'explique. Il y a des moteurs qui poussent l'eau, des pompes qui poussent l'eau pour qu'elle arrive jusqu'à Dakar. Bon, malheureusement, très souvent, quand Sénélec fait de l'entretien ou quand Sénélec a de la panne, parce que c'est Sénélec qui donne le courant, parce que c'est beaucoup d'énergie qui est nécessaire à cela, les machines s'arrêtent. Et ça, c'est prévisible, c'est connu. Et ça a un impact. Donc, l'État aurait dû aussi investir pour mettre en place, en tout cas, une sous-station, en tout cas, une alimentation autonome ou en tout cas, une mini-centrale qui permettrait, en cas de dysfonctionnement de Sénélec, de continuer à faire fonctionner les pompes. L'autre dispositif qui devait être fait aussi, c'est qu'on puisse mettre des citernes, des réservoirs, disons, intermédiaires, qui vont permettre de pouvoir continuer à nous donner de l'eau, même si les pompes s'arrêtent, pendant une durée plus ou moins longue. Bon, aujourd'hui, quand les pompes s'arrêtent, on a peut-être une autonomie de 5 heures, je pense, ou 4 heures et quelques. Maintenant, il faudrait qu'on puisse avoir une autonomie beaucoup plus longue. Cela va faire de sorte que si on a un incident sur les départs, que en attendant, l'on puisse vraiment continuer à avoir de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, l'État est en train de faire beaucoup d'efforts pour augmenter l'arrivée d'eau. Il y a Keur Momar Sarr 3 qui va être donc bientôt disponible dans quelques années. Et c'est toujours le départ. On va envoyer de l'eau. Mais si Keur Momar Sarr s'arrête, on n'aura plus d'eau.
Nous allons revenir justement sur ces solutions-là, mais bien avant, j'aimerais bien que Charles Fall, excusez-moi, si vous revenez un peu sur l'entretien de ces canaux-là, surtout liés au dysfonctionnement, parfois avec les travaux de la Sénélec. Vous savez, aujourd'hui, on a un dispositif de production qui quasiment fonctionne 24 heures sur 24, quasiment sans arrêt. C'est le cas du parc d'un arrêt forcé. Pourquoi? Parce que la demande a rattrapé les besoins en nous. Qu'est-ce que ça veut dire, économiquement parlant, que nous avons des retards d'investissement à combler? Ces retards ont été également dus par soit une absence ou une insuffisance de planification. Qui dit planification dit aide à la décision, dit également un outil qui permet d'anticiper sur les besoins à venir. Et c'est cela qui avait manqué. Je vous l'ai dit, la première usine 71, c'est presque 50 ans. La seconde usine a été mise en service en 2008, mais a été instruite. Ça veut dire on avait commencé à y travailler quasiment en 98 ou 99. Et sa mise en œuvre avait pris beaucoup de temps. Entre la conception et sa mise en service, la demande a également rattrapé la capacité potentielle d'offre. Donc cela aussi n'a pas été aujourd'hui, ne milite pas aujourd'hui en notre faveur ou ne milite pas en tout cas à satisfaire les besoins des consommateurs en termes d'approvisionnement en eau potable. En effet, certaines conduites datent de très longtemps, mais une conduite, s'il s'agit de conduite en fonte ou en acier, leur durée de vie est estimée à peu près à 50 ans. Est-ce qu'elles sont bien entretenues? Les entretiens sont en effet correctement faits par la société d'exploitation fermier, en l'occurrence la Sénégalaise des eaux. Il y a un contrat d'affermage qui lie cette dernière, l'État du Sénégal et la SONES. Et entre autres engagements, c'est l'entretien et la maintenance de tous les ouvrages de production, ça veut dire les usines, les forages, mais également les conduites de transport, les grosses canalisations, ainsi que les réseaux de distribution jusqu'au niveau du robinet ou en tout cas du compteur du consommateur. C'est pour cela que sur la rémunération du fermier, ce qu'on appelle le prix exploitant, tous ces besoins, tous ces services sont compris dans son prix. Et la SONES, en tant que société de patrimoine, exerce également un contrôle sur l'exploitation, sur le fonctionnement également de la SDE. Par rapport même à excusez-moi, par rapport à ce fonctionnement de la SDE, j'aimerais bien que vous nous expliquiez quand même, parce qu'ils sont nombreux, les Sénégalais, à nous regarder, mais ils ne savent pas comment ça se passe avec la production. Dans ce coup, ils se lèvent, ils n'ont pas d'eau dans leur robinet. Comment se passe la production? Si vous pouvez un peu revenir sur le processus pour qu'ils puissent comprendre. Le processus, je pense que M. le ministre l'a même évoqué. Nous avons deux usines, une à Ndjit, une à Kermamarsar. Ces deux usines refoulent sur deux canalisations distinctes qui sont en parallèle. Et par moment, il y a des forages qui injectent. Il y a à peu près une cinquantaine de forages qui viennent injecter sur ces deux canalisations. Nous avons également des postes de chloration parce que l'eau vient du fleuve, est pompée par une station de pompage qui l'envoie à une station de traitement qui traite avec décanteurs, avec d'autres produits et un poste de chloration, des postes même de chloration parce qu'il faut quand même désinfecter ou en tout cas enlever tout ce qui est microbes biologiques et arriver à Mekhe, l'eau est boostée, il y a un surpresseur. Et ce surpresseur également fonctionne avec du courant, mais il est sur la haute tension.
de Mekhe, l'eau vient à Thiès. On a des réservoirs tampons qui juste servent de tampons pour faire le transit, assurer le transit. Et de Thiès, l'eau est refoulée vers le point qu'on appelle le point K, qui est Carmel, qui est un surpresseur, le surpresseur de Carmel qui se situe à Sébikotane. Et à partir de Sébikotane, il y a une partie qui est refoulée vers Ruzungezo, ici à Dakar, et une autre partie qui prend la conduite de ceinture pour partir dans la banlieue et qui ramasse toutes les eaux de Pout, de Kirène, de Sébikotane pour amener vers la banlieue et qui revient également vers Mariste pour aller au centre-ville. Et les eaux qui sont au niveau de Ruzungezo refoulent une partie vers le centre-ville. Il y a une conduite 700 en fonte qui quitte cette usine pour aller vers les réservoirs au sol et le château d'eau qui est au niveau des Madeleines. Vous avez là-bas une batterie de forage, de réservoirs et de châteaux d'eau. Et c'est à partir de là-bas que le centre-ville. Le château d'eau alimente le haut plateau, centre-ville, Gorée et tout le haut plateau. Et les réservoirs alimentent le bas plateau, jusqu'à Malixi, une partie de Médina. De Ruzungezo, il y a encore une autre partie qui refoule vers les réservoirs des Mamelles, juste vers le monument de la Renaissance. Et en cours de route, il y a un refoulement distributif. Il y a des gens qui sont alimentés également en cours de route. Et des Mamelles, tous ces quartiers, Wakam, également, même des quartiers comme Mermoz, Yoff, etc. Donc c'est à peu près comme ça. Et malgré tout ce processus de distribution, n'empêche, il y a certains quartiers quand même qui manquent d'eau ici à Dakar. Et à cela s'ajoute la coloration de cette eau-là, Momar Ndao. Oui, en fait, bon, comme vous le savez, l'eau est paresseuse. Il faut la faire monter parfois. Si vous avez de la chance et que là où vous produisez l'eau, c'est en hauteur, donc vous laissez glisser, l'eau va descendre. Mais donc il y a une topographie qui est assez disparate à Dakar, si vous regardez par exemple, entre La Foire et Grand Yoff, il y a un dénivelé de 30 mètres. C'est la raison pour laquelle il y a toujours des inondations vers Grand Yoff et qu'il y a même un lac derrière le CTO qu'on appelle le lac Horace. Et il y avait même là-bas, c'était une zone où la SDF faisait des prélèvements et tout ça. C'était ce qu'on appelait la zone de captage, d'infiltration, etc. Maintenant, le problème que nous avons, c'est qu'il y a des zones qui sont en hauteur et les gens y ont construit aussi en hauteur. Donc, si vous êtes dans une zone en hauteur et que la pression n'est pas suffisante, peut-être ceux qui sont au rez-de-chaussée peuvent parfois avoir la chance d'avoir l'eau, mais ceux qui sont en hauteur, ils auront des difficultés beaucoup plus, en tout cas, accrues. Donc, ça veut dire que la pression qui vient, bon, c'est vrai, S2 disait que la pression contractuelle, je crois que c'est 2 bars, ils ont dit. Donc cette pression permet à un immeuble d'un étage d'avoir de l'eau sans surpresseur. Même en dehors de ça, les populations sont un peu contrariées par rapport à la couleur de l'eau qu'ils reçoivent chez eux. Voilà, donc maintenant, ça c'est d'abord par rapport à la disponibilité. Donc maintenant, par rapport à la couleur de l'eau, S2 dit que c'est de la rouille. Parce que dans l'eau, il y a un certain nombre de fer, ou en tout cas de composés, dont le fer, qui s'oxyde avec la présence de l'oxygène et tout ça. Maintenant, il y a aussi des microparticules en suspension qui se mettent autour des conduites. Maintenant, quand la conduite est alimentée, bon, il y a un phénomène d'énergie cinétique. L'eau qui est devant est poussée par l'eau qui est derrière. Et elle ralentit parce qu'elle est freinée aussi par le tuyau. Et ça secoue. C'est ce qu'on appelle le coup de bélier. Des fois, vous pouvez même chez vous entendre du bruit là, comme quelqu'un qui tape. Et il n'y a personne. En fait, c'est le robinet. C'est les coups de bélier. Et ça secoue le tuyau. Et quand ça secoue le tuyau, donc tout ce qui était matière en suspension, etc., reviennent, quoi. Ça dit, ça se remélange et l'eau est parfaitement colorée. Et ce n'est pas forcément que ces matières en suspension sont nocives pour la santé, parce que il y a un traitement par le chlore qui détruit donc les micro-organismes.
Il y a parfois, quand il y a des contaminations, il y a des traitements par charbon actif, etc. pour les contaminations chimiques. L'eau, elle est vraiment très contrôlée au Sénégal. Il y a Mais à peu près déjà, 8000... en tant qu'organe de contrôle, faites-vous des alertes par rapport à ça? C'est ce que je suis en train de dire. Donc l'eau au Sénégal, elle est contrôlée. Il y a 8000 et quelques prélèvements qu'on voyait en général, qu'on faisait chaque année. Mais nous sommes à un niveau aujourd'hui où le consommateur ne peut plus accepter une eau colorée. Mais je parle du niveau d'information des populations par rapport à ça. Je vous explique. C'est-à-dire que on peut dire à la population que l'eau est potable, mais la population dit d'accord, mais moi, mon esprit ne me permet pas de boire une eau qui est colorée ou qui est trouble. Vous comprenez? Alors donc, c'est à ce niveau que nous sommes aujourd'hui. S'il y a des contaminations, automatiquement, ça va entraîner des maladies. Et ça se voit tout de suite. Mais maintenant, s'il n'y a pas de maladie, en tout cas, ça veut dire que l'eau n'est pas aussi dangereuse qu'elle le semble. Mais sur la perception, vous pouvez boire une eau parfaitement claire et qui est nocive, qui peut vous tuer tout de suite ou bien à petit feu. Comme vous pouvez boire une eau qui a l'air trouble et qui pourtant ne vous fait rien. Je dis souvent cet exemple, nous qui sommes de Kaolack, nous avons des dents colorées par le fluor. Pourtant, l'eau de Kaolack est extrêmement transparente, limpide, claire. Mais le fluor n'est pas visible. Mais si vous regardez nos dents, elles sont toutes colorées. Donc en outre, les populations n'ont rien à craindre par rapport à ça? Non, en tout cas, s'il y a des problèmes, ça devrait être accidentel. Mais en norme exceptionnelle. Mais en utilisation normale, ils peuvent boire l'eau parce que moi-même, je bois l'eau. Je suis allé du début, c'est-à-dire de là où on prélève l'eau, jusqu'à sa distribution finale. Donc j'ai fait tout le circuit. J'ai regardé comment les prélèvements sont faits pour les analyses. J'ai regardé comment le traitement est fait. Et je peux vous assurer que l'eau est potable. Alors l'eau est potable, je vous vois même au-delà, excusez-moi, mais en fait, Fall, au-delà du consommateur, la SONES en tant que concessionnaire a également comme attribution, entre autres attributions, le contrôle de l'exploitation. Et dans cette mission de contrôle de l'exploitation, ça veut dire des activités opérées par la SDE, il y a le contrôle de la qualité de l'eau. Nous avons un laboratoire, nous avons des ingénieurs chimistes, mais aussi tous les ans, nous recrutons sur l'ensemble du périmètre affermé des laboratoires d'analyse qui sont de renom. Je ne vais pas faire de la publicité sur votre plateau, mais ces laboratoires également qui connaissent très bien nos référentiels qui sont édictés par l'OMS. C'est vrai, au fait, moi, le côté sur lequel je voudrais plus insister, c'est vrai, là, on est en train de faire l'émission, il y en a qui nous regardent et qui prennent connaissance de certaines choses, mais est-ce que vous communiquez assez sur ça? Vous êtes l'organe chargé de la production au niveau national, mais informez-vous assez des populations pour qu'elles puissent au moins ne pas s'inquiéter par rapport à ce qu'elles observent de leur robinet. Il y a de la communication, mais je suis de votre avis et ce sont les instructions que nous recevons tous les jours de nos autorités, c'est de renforcer la communication. Et c'est parce que dans cette dynamique que nous sommes aujourd'hui présents sur votre plateau de télévision pour renforcer la communication envers les populations, pour aussi les rassurer. Nous veillons strictement sur la qualité de l'eau. Je vous dis, des laboratoires indépendants font des contrôles contradictoires. Et à chaque fois qu'il y a des non-conformités qui sont soulevées par ces laboratoires, nous faisons un rapport ou une note à la SDE et des mesures correctives ont toujours été prises. Et il est arrivé de faire des rapports comme vous avez dit qu'on peut interpeller. Vous avez dit qu'on peut interpeller. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais également, il faut se dire que nous avons une diversité de qualité d'eau qui arrive à Dakar. L'eau du lac, elle est traitée du moins. Et après, au sortir de Guzune, cette eau est parfaitement conforme aux normes de l'OMS.
mais les eaux souterraines, elles sont caractérisées par également leur diversité. Il y en a qui sont chargés en fer, qui sont plus chargés en fluor, en chlorure, etc. Mais allez-y à Sébikotane. Sébikotane est un des sites les plus productifs de notre périmètre. Mais les eaux que nous y avons, elles sont fortement, ils contiennent une forte teneur en fer. Allez-y à Thiaroye, les eaux sont contaminées par du nitrate. Mais Kaolack, une très bonne eau, hormis la forte présence de fluor. Vous allez à Koungheul, les eaux sont également chargées en fer. Vous allez à Ziguinchor, c'est le H2S, c'est cette sensation de pourri qu'on a sur l'eau. Vous allez à Kédougou, l'eau est de très bonne qualité, mais vous n'avez pas beaucoup d'eau. Donc c'est des choses que si on n'explique vous pas, allez les gens ne peuvent pas comprendre. également l'eau, vous avez de l'eau, mais l'eau est saumâtre. Allez-y à Foundiougne. L'eau, on avait une eau de bonne qualité, mais d'un coup, il y a quelques semaines, l'eau est devenue subitement saumâtre sur toutes les nappes de Foundiougne. C'est ce qui a justifié cette politique, c'est ce qui a le plus motivé cette politique de Guetta Sénégal à travailler davantage sur la qualité de l'eau, à la renforcer. C'est dans ce cadre que le gouvernement avait également construit une usine de traitement à Kolda. Kolda est alimenté par des forages, mais on a une usine de déferrisation qui est à Kolda. Foundiougne, même chose. Ziguinchor, si l'eau ne passe pas, l'eau de ces forages ne passe pas par l'usine de traitement que Guetta y a construite, mais cette eau serait pas potable. Même chose, Dakar également, l'État, en effet, malgré que nous soyons dans les normes admises, l'État est en train également de renforcer la qualité de l'eau en construisant des usines de déferrisation. Vous allez à Carmel, c'est la zone de Sébikotane, vous verrez aujourd'hui une usine en cours de construction. Là, nous allons revenir sur ces réalisations que l'État met justement en place pour combler le gap en eau, mais il semble que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus. Oui, je voulais ajouter sur le contrôle. Parce que l'État doit contrôler ce fermier. Pour l'instant, c'est SONES qui fait le contrôle, ce qu'on appelle la régulation. Mais le problème, c'est que SONES est juge et partie. Je m'explique. SONES doit donner les équipements à SDE et doit contrôler SDE. Mais à un moment donné, il se pourrait peut-être que SONES ait un manquement dans en tout cas les éléments à donner, que ce soit au niveau de la qualité, etc. À ce moment-là, ce sera très difficile pour elle d'exiger un certain nombre de résultats à SDE. Maintenant, si on met en place une autorité de régulation qui est différente donc, de ces trois acteurs, c'est-à-dire de l'ONAS, de la SDE et de SONES, cela permettrait de renforcer le pouvoir de l'État sur le jeu par rapport à l'exploitation de l'eau. Ça, c'est extrêmement important. Je donne un exemple. Le ministre lui-même a dit que quand il y a eu la panne, il y a eu 36 heures. Or, l'article 19 du contrat de performance dit que quand il y a une conduite BONA, ça veut dire les très grandes conduites qui viennent du lac de Guiers se cassent, ça doit être réparé et mis en service dans les 24 heures. Donc, normalement, l'État doit sanctionner, donc en conséquence, la SDE. Cela a pris plus de temps qu'il fallait. Exactement. Quand il y a eu la coupure aussi qui s'est déroulée sur la conduite et pour laquelle il y avait une coupure d'eau de plusieurs jours, donc, mais c'est une conduite qui était installée par SONES. Quand nous avons saisi SONES pour lui demander de sanctionner SDE, SONES ne nous a même pas répondu. Il n'y a pas eu de réaction. Voilà, parce qu'en fait, SONES est jugé parti. Parce que SONES était chargé de cet équipement-là. Donc, si SONES n'a pas bien choisi cet équipement ou ne l'a pas bien installé, ou en tout cas n'a pas veillé à ce que ça soit bien installé, il va être difficile après pour SONES de sanctionner. Vous comprenez? Donc, il faut qu'il y ait une structure différente. Et pour vous donner une illustration,
quand nous avons été fatigués par Sénélec qui coupait le courant matin, midi et soir, nous avions saisi la commission de régulation du secteur de l'électricité, qui est l'organe de régulation, qui n'est ni exploitant, etc. Et la CRSE a infligé une amende de 4 milliards 859 millions à Sénélec. Quand il y a eu des manquements aussi au niveau de Sonatel, quand nous avons saisi l'autorité de régulation, Sonatel a été sanctionné d'abord de 3 milliards, ensuite d'un autre 3 milliards, ensuite de 14 milliards, etc. Donc, pour manquement à son obligation, hein, donc de service public, de qualité du service, etc. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse avoir pour le secteur de l'eau, parce qu'il n'y a pas que la SDE comme acteur. Il y a aussi ceux qui sont un peu dans le rural et qui sont en dehors du périmètre donc, de la SDE. Tout ça, il faut voir comment mettre en place une structure qui va réguler tout ça, qui va gérer les aspects liés à la qualité du service, au prix, etc., aux conditions d'exercice de travail, de production d'eau, etc. Et ça, pour nous, il faut un organisme de régulation. La SDE veut bien faire, mais elle est un peu dans une situation compliquée pour elle. Et je pense que l'État doit pouvoir aussi enlever ce poids de la SONES pour permettre donc la mise en place d'un élément plus... Une précision à faire, c'est que c'est vrai qu'on a parlé de 36 heures ou de 72 heures. Mais en réalité, lorsque les usines en amont de Dakar, ça s'arrête une demi-journée, le temps qu'on remette les ouvrages de production en service, ce n'est pas moins de 8 heures de temps. Parce qu'il y a un protocole de mise en service des usines. Et pendant cette période, si cette période de coupure est longue, d'arrêt est long, le réseau se vide. Il l'a dit, au bout de 5 heures, les réservoirs sont vidés et le réseau se vide. Vous savez combien de kilomètres de réseau de distribution nous avons? 10 500 kilomètres de réseau de distribution sur le périmètre urbain. Et Dakar seul polarise quasiment les 6 000 kilomètres de conduite. Le temps que cette eau-là, que les usines atteignent leur régime optimal, que les conduits se remplissent, que les gens, les Sénégalais remplissent également leurs réservoirs. Aujourd'hui, tout le monde a un réservoir chez lui. C'est presque 2 jours. Et ce n'est que le 3e jour que les quartiers en hauteur, la topographie n'étant pas également la même. Là aussi, j'invite les promoteurs immobiliers, j'invite également tous les porteurs de projets immobiliers en tout cas, à se rapprocher des services compétents à chaque fois qu'il envisage également de construire de nouvelles cités, de nouveaux quartiers. Pour éviter ce genre de problème. Pour éviter ce genre de problème. Mais comme l'a si bien dit Momar Ndao, pourquoi ce manque de réactivité par rapport aux sanctions? Mais il n'y a pas de manque de réactivité. Mais au moins la SDE aura mis en service dans les 24 heures. Est-ce la responsabilité de la SDE? Est-ce que la structure du réseau, le fait que l'eau nous provient de 200 km, 150 km, c'est peut-être pas sa responsabilité, mais au moins le contrat de performance exige à ce que, au bout d'un certain temps, que les réparations soient faites. Et nous veillons également à ce que nous-mêmes, nous sommes aux côtés de la SDE sur le terrain pour nous assurer des conditions d'intervention, de la célérité, mais également, à chaque incident, nous mettons en place, sur initiative de la SDE, un comité de gestion de crise. Et ce comité se réunit 3, voire même 4 fois, quelquefois, dans la journée, afin que les décisions se prennent à temps, afin également que la communication puisse être véhiculée, surtout des dispositions conservatoires ou en tout cas des dispositions qui permettent une continuité de ces services soient prises, notamment un bon parc de camions citernes, etc. Mais le contrôle que la SDE, je pense qu'il est régulièrement fait. Maintenant, on parle de comité d'organes de régulation, mais il y a bien aussi un comité de suivi et de gestion du contrat qui lie la SONES à la SDE. Et ce comité élargi à l'ensemble des acteurs
qui interviennent dans le secteur directement ou indirectement. Mais nous ne pouvons pas être comparés ou nous ne sommes pas comparables à des sociétés ou des secteurs comme la télécommunication, où vous avez plusieurs opérateurs aussi, où l'organe de contrôle n'est pas l'organe en charge de la construction du patrimoine, où on n'est pas également dans un secteur comme la Sénélec, où également il y a quand même une particularité dans ce secteur. Il y a une différence entre les deux organes. Voilà, donc du coup, mais le comité de suivi qui gère, qui suit le contrat entre la SONES et la SDE, je pense que joue bien un rôle de comité de pilotage et de comité de régulation, parce qu'en cas de différend, ce comité est quand même à la qualité d'arbitrer les parties. En tout cas, Momar Ndao l'a bien demandé. Il faut une mise en place d'un autre comité de régulation pour voir comment contrôler cette production-là. Déjà, Dakar consomme quand même 70% de la production nationale et la production reste inférieure à la demande face à l'agglomération dakaroise. Nous allons revenir sur cela dans la seconde partie. Restez avec nous. Vous êtes toujours dans le débrief, là nous sommes dans la deuxième partie, là nous allons parler des solutions. L'eau est essentielle à la vie, il y a beaucoup de problèmes concernant cette pénurie d'eau. Ici à Dakar, on a nos invités pour apporter des solutions là-dessus, surtout par rapport aux solutions. Momar Ndao, vous avez tout à l'heure parlé de la production qu'on devrait augmenter. Charles Fall en a parlé, Dakar a besoin de 400 000 mètres cubes d'eau par jour. Jugez-vous déjà suffisant cette production-là qu'on a sur Dakar, tout en sachant qu'il y a quelques problèmes? Non, la production, elle n'est pas suffisante. Hein. C'est la raison pour laquelle, quand il y a des périodes de pic de demande, comme pendant l'été, quand il fait chaud, des choses comme ça, donc c'est assez limité. En plus de cela, les conditions d'envoi de pression dans certaines zones ne permettent pas d'avoir de l'eau en permanence. Donc, il y a des efforts qui doivent être faits et l'État est en train de faire des efforts. Comme augmenter les capacités d'eau qui vont être envoyées vers Dakar avec l'usine de Kormomarsar, avec le fait d'envisager de mettre en place une usine de dessalement, etc. Ensuite, avec l'exploitation de certains forages qui posaient problème, mais en mettant en place un dispositif d'adoucissement, par exemple, des solutions alternatives. Voilà, enlever le fer, des trucs comme ça, pour que ces forages puissent continuer de donner de l'eau. Maintenant, là où nous voulions vraiment nous focaliser, je l'ai dit en entrée, nous avons remarqué que, par exemple, le nombre d'incidents qui ont entraîné des difficultés sur le système, il y en a eu 12 entre le décembre et le 11 février, donc de l'année en cours. Ça veut dire que c'est très fréquent. Et donc, malgré les efforts qui sont en train d'être faits donc en investissement dans la vie de tous les jours, en attendant que ces projets soient opérationnels, la gestion quotidienne des difficultés aussi doit faire partie des projets. Amener l'eau, oui, mais mettre en place des dispositifs qui permettent de pouvoir se trouver dans des situations d'arrêt total, donc des pompes qui amènent l'eau, pour avoir au moins une autonomie d'une journée, quelque chose comme ça, ça fait partie pour nous des projets essentiels pour permettre donc d'avoir une disponibilité de l'eau en permanence. Donc ça doit aller de pair. Augmenter la production, augmenter les capacités de résistance à une panne. Je pense que ça aussi c'est extrêmement important. L'autre élément pour nous important, c'est que le contrôle, pour nous, est extrêmement important. Et donc, il faut le séparer donc, des compétences de SONES en mettant en place un organe de régulation spécifique qui va gérer tout ce qui est dans le périmètre affermé et dans les autres périmètres pour les zones où la SDE n'est pas présente, où il y a des systèmes qui produisent de l'eau, etc. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. L'autre élément important, c'est de continuer à veiller à la qualité, non pas
en se basant uniquement sur les normes de l'OMS, mais en faisant avancer donc la qualité jusqu'à répondre à ce besoin d'acceptabilité. Parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais boivent une eau potable qui répond aux normes de l'OMS, mais quand elle est rouge, les normes de l'OMS ne parlent pas de ça, si vous voulez, mais nous ne pouvons pas accepter ce type d'eau. Donc, il faudrait que SDE, SONES, arrive à répondre à cette exigence qui est supérieure à la norme de l'OMS qui dit que nous ne devons pas boire une eau qui nous semble en tout cas pas acceptable. Déjà, je ne vous coupe pas, mais le Sénégal aussi s'est engagé à travers des engagements comme les OMD à fournir de l'eau potable aux populations. Sur ce point-là, quelles sont les solutions que vous préconisez justement pour résoudre définitivement ce problème? Je vais rebondir d'abord sur cette couverture suffisante ou non des besoins en eau par la capacité de production. Je pense que c'est un point à relativiser. Si nous divisons aujourd'hui la production actuellement qui arrive à Dakar, qui est de l'ordre de qui est installée de 375 000 m3, qui est installée, si on le ramène à la population de Dakar, qui est à peu près de 3,6 millions d'habitants, le ratio que nous aurons dépasse les ratios théoriques qu'on nous annonce, qui sont de 70, un besoin en consommation de 70 litres par jour par personne adulte à Dakar. Faites le constat, en période, par exemple, hors chaleur, hors hivernage, vous entendez rarement parler de problèmes de déficit ou de problèmes de manque d'eau. Hors incident qui surviendrait. Mais c'est surtout en période de pointe, M. Ndao l'a évoqué, que nous ressentons réellement cette insuffisance ou en tout cas un éventuel gap en termes de couverture des besoins par la production. Parce que les gens consomment beaucoup plus d'eau, parce que les gens ont des besoins qui changent, hein, leur mode de consommation change d'une saison à une autre, c'est pour cela l'État s'est dit aujourd'hui, après avoir fait des études, après avoir également réalisé ce qu'on appelle un schéma directeur, qui est un outil de planification qui vous donne une vision, une visibilité sur du moyen et long terme. Le secteur de l'eau ou la problématique de l'alimentation en eau potable des populations, il faut adosser à des solutions qui sont viables. Et même par rapport à ces solutions viables, j'aimerais bien dans l'immédiat, comme l'a dit Momar Ndao, la capacité de résistance à une panne dans l'immédiat. C'est-à-dire aujourd'hui, si Dakar manque d'eau, comment faire pour réagir à l'instant T pour que les populations puissent avoir... Réagir, ce n'est que d'amener la quantité d'eau qui peut venir. Et en soulageant en mettant en place des dispositifs de camions-citernes. C'est toute une série de problématiques. Une problématique à laquelle l'État du Sénégal, après ces études, a apporté une solution viable. Solution numéro 1. Nous avons vu qu'il nous faut, d'ici à 2035, ou 2025 du moins, 300 000 m3 d'eau complémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Si rien n'est fait, d'ici 2025, dans moins de 10 ans, nos besoins complémentaires ou le déficit serait de 300 000. Et en deuxième? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place des projets structurants. C'est la troisième usine, le premier projet, parce qu'il faut raisonner aussi en termes de coût-avantage, mais aussi de Keur-Momar-Sarr 3. Qu'est-ce que ça veut dire la troisième usine de Keur-Momar-Sarr 3, qui n'est plus un projet parce que les travaux sont en cours? Mais là, vous venez justement de parler de coûts, ce qui m'amène à la tarification sociale demandée par le président Macky Sall. Vous en êtes où? Oui. Là, je vais, si vous permettez, je vais peut-être y revenir. Keur-Momar-Sarr 3 viendra doubler la capacité de production actuellement
les deux usines, Ndjik et Keur Momar Sarr, qui existent, ont une capacité globale de 185 000 m3 jour, ou 185 millions de litres, puisque les gens ont plus cette notion de litres. Mais Keur Momar Sarr, c'est 200 000 m3, 200 millions de litres supplémentaires. Ça veut dire là où vous aviez 5 bouteilles d'eau sur la table ou 5 verres d'eau, Keur Momar Sarr viendra apporter 6 autres verres d'eau, plus que doublé. Et la tarification dans tout cela? La tarification, aujourd'hui, le Sénégal fait partie, certes, des pays où l'eau coûte le moins cher, où l'eau est la denrée la plus subventionnée. Pourquoi je dis cela? Vous savez à peu près combien l'État met par année dans la subvention de l'eau? 13 milliards de francs CFA. Pour vous, pour moi, pour M. Ndao, pour M. Ndiaye, pour M. Diop. Ce qui constitue en quoi faisant, vous, consommateurs, vous achetez le mètre cube d'eau ou les 1000 litres d'eau, vous l'achetez à 180 francs à peu près. Exactement 186 francs, vous achetez le mètre cube d'eau. C'est vrai que le ministre... Vous savez combien on paie la l'ASDE pour vous produire, vous amener ce lot? 366 francs. Il y a le delta, c'est ce que l'État supporte. Mais au-delà, pour maintenir les tarifs de l'eau à un prix socialement acceptable, l'État achète le même mètre cube où les 1000 litres que vous avez achetés à 186 francs, il rachète à 1868 francs. Presque 10 fois plus le prix pour la même eau. L'État fait pourquoi? Et quand vous cumulez toute la consommation de l'État, c'est quasiment 13 milliards que l'État subventionne aux populations pour avoir une eau à un prix socialement et économiquement acceptable et qui soit conforme, même en deçà de leur pouvoir d'achat. Au-delà de ces consommateurs qui sont subventionnés, les maraîchers, vous savez combien les maraîchers de Pout, de la bande des Niayes, ils consomment la même eau que vous buvez à la maison. C'est cette eau, vous achetez à 186, mais les maraîchers achètent les 1000 litres où l'État demande à l'ASD de leur vendre à 102 francs. Monsieur Momanda, donc une forte subvention. Tous ces prix, donc le prix de l'eau est assez, je pense, à un niveau socialement acceptable. Partagez-vous cet avis? Non, encore cher. Je vais dire pourquoi. Il a dit qu'en fait l'État met 13 milliards, mais l'État a mis jusqu'à 120 milliards sur l'électricité pour que les prix ne montent pas. 120 milliards par année. Après, donc 10 fois plus. Si vous regardez la tranche sociale, elle est définie à 20 mètres cubes. La tranche suivante, c'est-à-dire si vous dépassez 20 mètres cubes, vous payez combien, monsieur le directeur? 631. 631 francs. La tranche sociale, 186. N'est-ce pas? Donc, on dit tranche sociale pour aider les plus démunis. Mais quand vous regardez le cubage qui est donné, c'est 20 mètres cubes. Or, si nous nous basons sur les études de l'Agence nationale de la statistique, sur le nombre de personnes par ménage, et si on le rapporte à une consommation moyenne internationalement donnée par l'Organisation mondiale de la santé, qui tourne entre 70 et 80 litres par personne et par jour en ville, un ménage qui ne gaspille pas l'eau va forcément consommer dans un bimestre un minimum d'une 56 mètres cubes, 60 mètres cubes d'eau par bimestre. Donc ce ménage ne fait aucun gaspillage. Nous sommes des musulmans pour la plupart au Sénégal et on fait les ablutions, donc on utilise beaucoup l'eau. Et en ville, si vous tirez la chasse, c'est facilement 10 litres qui passent. Et donc, si vous utilisez 5 fois la chasse, vous n'êtes pas encore lavé, etc., déjà vous avez dépassé donc les quotas. Donc, nous pensons que les 20 mètres cubes déjà sont trop petits par rapport au prix social.
Parce que si vous ne faites aucun gaspillage, vous êtes à plus de 56 mètres cubes par jour. Vous jugez cela insuffisant? Par conséquent, si vous consommez 56 mètres cubes minimum, sans gaspillage aucun, et qu'il n'y a que les 20 mètres cubes qui sont à 186 francs, cela veut dire que les 30%, 36%, donc sont à un prix qui est presque 5 fois supérieur au prix des 20 premiers mètres cubes. Donc, M. Momanda, en d'autres termes, l'État peut mieux faire sur ce point-là. C'est ça. Parce que là, je vois M. Fall en train de noter, et malheureusement, nous sommes presque au terme de cette émission. Il reste 2 minutes. Mais juste pour dire j'aimerais bien que vous réagisiez par rapport à ça. Au-delà de cette subvention que l'État accorde aux consommateurs, c'est quand même 40% de ce tout ce qu'on consomme est dans la tranche sociale, 40%. Mais aussi l'accès à l'eau. Aujourd'hui, nous avons 700 000 abonnés sur notre périmètre. Ces 700 000 abonnés, au moins 320 000 abonnés ont eu un compteur grâce également à la subvention, à l'accès à l'eau. Ça veut dire que c'est la politique de branchement sociaux. Alors, donc, c'est pas moins de 200 000 francs par coût de branchement. Alors, et au-delà, vous avez parlé de 120 millions, de 2 milliards que l'État a mis. Mais l'État ne subventionne pas que l'électricité. Outre les points que je viens d'évoquer, mais les projets de Kermont-Marsar et l'usine de dessalement qui va être construite à côté des zones de consommation pour justement diversifier la source, c'est 411 milliards le coût. Mais d'habitude, c'est la SONES qui doit supporter les investissements. Mais l'État du Sénégal s'est engagé auprès de ses partenaires financiers à rétrocéder cet argent à la SONES pour qu'elle réalise ses investissements. À la demande du président Macky Sall. À la demande, bien entendu, du président Macky Sall, mais en lui disant les 85%, c'est des subventions, c'est non remboursable. Donc, plus de 380 milliards de francs CFA que le gouvernement vient également de donner à tout consommateur d'eau pour lui permettre d'avoir un service d'alimentation ou en tout cas un approvisionnement en eau meilleur. Et également, c'est aussi une forme de subventionner le bien-être des populations. Bon, malheureusement, M. Fall a mis un terme à cette émission. Bon, de son côté, il juge que l'État en a beaucoup fait. M. Ndao juge que l'État peut mieux faire, ce qu'il juge très insuffisant. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de ce débrief. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débrief sur Médian TV Afrique. Et un grand merci à mes invités.